Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour éclaircir un sujet qui est souvent mal compris par les gens et les gens s'affrontent sur ce sujet. Le sujet, c'est la naissance de l'homme, hein, s'affrontent sur le terrain de l'idéologie avec beaucoup d'émotionnel. Je vois les gens qui ne veulent pas admettre, certains ne veulent pas admettre, pour des raisons idéologiques, que l'homme n'a pu émerger qu'en Afrique. Et je vais vous expliquer pourquoi, même si les primates avaient colonisé l'Eurasie, l'Afrique et le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, pourquoi l'homme ne peut émerger qu'en Afrique. Alors, il faudrait définir ce qu'est un homme, hein. Un homme, c'est un primate bipède ayant intégré dans son langage des notions de temps, c'est-à-dire un primate capable de dire je suis, j'étais et je serai. Et par là, un primate devenu un homme capable de parler du passé et d'envisager par le verbe, seul ou à plusieurs, des actions coordonnées dans le futur, donc de préparer par le verbe des actions dans le futur, donc de préméditer à plusieurs des actions, ce qui lui donne un avantage sur tout le reste des animaux, hein, et c'est ce qui a fait de l'homme cette machine biologique qui a réussi à dominer en quelque sorte la planète et à s'imposer sur tous les continents. Pourquoi l'homme est-il né en Afrique alors que les primates étaient partout? Pourquoi il n'y a pas eu une branche qui a généré une espèce, une branche de primates, une espèce devenue homme en Asie ou en Europe ou même en Amérique? Pourquoi l'Afrique? Vous allez comprendre que c'est relativement simple. Alors, les primates se divisent en deux ordres, hein, principaux, les platyrrhiniens et les catharrhiniens. Les catharrhiniens et les platyrrhiniens. Les platyrrhiniens étant les singes du Nouveau Monde. Alors ce sont des singes, les deux branches se sont séparées il y a à peu près 32 millions d'années, quand les continents, c'est-à-dire l'Amérique du Sud et du Nord, étaient déjà séparés de l'Afrique et de l'Eurasie, et que l'océan Atlantique qui séparait l'Europe et l'Afrique de l'Amérique était déjà relativement large, hein, c'est cet océan Atlantique, hein, et qui était difficilement traversable. Donc ce qui s'est passé, c'est que visiblement, au cours de tempêtes, d'événements climatiques importants, des arbres ont dû former des radeaux avec de petits singes dessus qui sont allés en Amérique et qui ont généré toutes les espèces de singes d'Amérique du Sud, et principalement, ils sont principalement au sud, mais on en trouve un peu, ils remontaient un peu au nord, et d'Amérique du Nord. Donc on retrouve ces platyrrhiniens en Amérique, donc séparation d'il y a moins 32 millions d'années, mais les platyrrhiniens n'ont pas généré d'hommes, et vous allez comprendre que ce sont des raisons physiques, climatiques, qui vont empêcher la naissance d'une humanité américaine indépendante, et que ces mêmes raisons physiques et climatiques vont empêcher la naissance par des primates, hein, d'une humanité qui aurait pu naître en Eurasie ou même en Europe. Vous allez comprendre que c'est extrêmement simple. Mais les primates étaient déjà, en tout cas les catharrhiniens, c'est-à-dire nos ancêtres plus proches étaient déjà en Eurasie, puisque en Asie, il y avait les orang-outans et la séparation entre les orang-outans et les branches qui vont donner ensuite les grands primates anthropomorphes, gorilles, chimpanzés et ensuite hommes, descendants d'une séparation, en fin de compte,
d'un ancêtre commun aux chimpanzés et aux hommes qui ont fait les australopithèques et ensuite les humains, tout ça avait un ancêtre commun vivant en Asie, puisqu'on trouve des orang-outans en Asie. Alors ça devait se balader, hein, et la séparation entre les orang-outans et les autres primates, c'est à peu près 16 millions d'années. Après, les gorilles, et ensuite la séparation entre les chimpanzés, donc c'était l'ordre des panines, je crois, comme ça, puisqu'on dit Pan troglodyticus et Pan, je ne sais pas quoi, il y a deux espèces de chimpanzés. La séparation entre les chimpanzés et la branche qui a donné, ce qui donnera plus tard les australopithèques, c'est à peu près 7 millions d'années. Donc la séparation entre notre ancêtre commun et les chimpanzés et nous, c'est 7 millions d'années, et c'est visiblement, hein, ça s'est fait par là. Ce qui ne veut pas dire que l'ancêtre commun des chimpanzés et des hommes ait peut-être été un ancêtre asiatique. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas nier qu'il y ait des possibilités que l'humanité non humaine, c'est-à-dire les primates non doués de langage avec des notions de temps qui étaient nos ancêtres, et ont peut-être été des primates asiatiques. Il y a de fortes chances qu'ils aient été des primates asiatiques, puisqu'on retrouve des restes même de primates bipèdes antérieurs à Australopithèque, hein, en Europe, je crois, au Moyen-Orient, je dois parler, en Europe en tout cas, on en trouve, ils appellent l'Oréopithèque, il y a 8 millions d'années en Italie, tu vois, et Danuvius, il y a 11 millions d'années en Allemagne. Donc c'était après même la séparation avec les orang-outans, hein, donc okay, 16 millions d'années. Donc oui, peut-être qu'il y a un ancêtre européen relativement, hein, un ancêtre européen, voire asiatique, relativement proche de nous, proche de l'humanité, mais les dates, hein, on est à 8, 11, ce n'est pas récent. Mais effectivement, l'humanité, les ancêtres des hommes viennent peut-être d'Asie. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les hommes n'ont pu apparaître, c'est-à-dire ces singes bipèdes capables de dire je suis, j'étais, je serai, donc un singe avec un langage évolué, c'est le langage qui fait l'homme. Hein. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole, c'est quasiment biblique, hein. Et vous allez comprendre que ça ne peut être que en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que les conditions climatiques de l'Afrique génèrent dans sa partie équatoriale une zone de forêt qui jouxte une zone de savane et une zone qui jouxte elle-même une zone de désert, et cette forêt et ce désert, entre lesquels il y a cette zone de savane, évolue et se modifie très souvent en rapport avec l'évolution de notre astre dans l'espace et ses oscillations. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, hein, mais il doit y avoir d'autres facteurs cycliques qui font qu'il y a une augmentation de réchauffement, si vous voulez, climatique, un refroidissement climatique global sur la Terre qui entraîne au niveau africain une progression du désert avec une augmentation des savanes, ou une régression du désert avec une augmentation des forêts, une progression aussi des savanes, et avec une progression des forêts, ce qui stresse énormément les primates de forêt, qui avec ces variations climatiques entraînant une disparition progressive des forêts, qui sont l'abri, qui sont l'endroit, le paradis où vivent les primates sont arboricoles, le fait d'avoir ces disparitions au cours de cycles de ces forêts est fréquent, relativement fréquent, remplacés par des savanes, stresse énormément les primates qui se retrouvent de la forêt poussés en savane, puisqu'il y a des rétrécissements des forêts, donc surpopulation dans les populations de primates, et certains vont se retrouver dans des zones
de savane arborée extrêmement dangereuse, où la pression évolutive est énorme et où il va y avoir des sélections intenses, des stress sur ces primates qui vont accélérer les sélections de mutation favorisant, en fin de compte, l'émergence d'une humanité bipède mieux adaptée à un milieu de savane qu'à un milieu de forêt, même si la bipédie a commencé en forêt. Et on retrouve nulle part ailleurs sur la planète, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie, ces évolutions au niveau forêt équatoriale désert, avec cette zone tampon de savane où, dans cette savane, des primates ne peuvent devenir que des hommes à cause du stress et à cause de l'obligation de s'adapter à ce milieu si particulier qui leur oblige à avoir une bipédie, à laisser les femmes près des arbres, près des cours d'eau, et eux à aller chercher de la nourriture dans la savane, à devenir plus carnivores, hein, on va dire chapardeurs au début, hein, ils observent les vautours et ils vont chaparder des proies fraîches à des prédateurs de taille moyenne, hein, pas des lions, mais on va dire des hyènes, des lycaons, des canidés ou des petits chats, des petits félins, hein, comme les cheetahs, comme les guépards. Donc ça les oblige à aller chaparder et à devenir des bipèdes qui montent beaucoup moins aux arbres, qui utilisent leurs mains pour prendre des bâtons et aller menacer les prédateurs de taille moyenne. Et ces mains libérées leur permettent d'indiquer où ils vont et d'où ils viennent, et ainsi d'indiquer le passé et le futur. Hein. Le passé, on monte derrière, le futur, on monte devant, de rajouter des sons sur ces gestes, d'enlever les gestes, et il vous reste dans votre langage de primate, primitif, bipède, des notions de temps qui vont se complexifier, qui vont permettre justement à ces singes bipèdes devenus des hommes de préméditer en groupe des actions et d'avoir, en fin de compte, un moment d'avance sur tout le reste des animaux parce qu'ils vont préméditer en groupe ce qu'aucun animal n'est capable de faire puisqu'ils n'ont pas de notion de temps dans le langage, ce qui ne veut pas dire que les animaux ne pensent pas au futur, ils ne se souviennent pas du passé, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. L'exprimer permet justement l'organisation sociale extrêmement complexe d'un groupe qui peut à ce moment-là préméditer des chasses et les organiser à l'avance par le langage, devenant cet homme historique, capable justement de raconter des histoires, de parler du futur et de parler du passé pour refaire des connexions synaptiques, si vous voulez, et par le principe des neurones miroirs, par ce langage très complexe, de ne plus avoir à subir une éducation uniquement visuelle, comme toutes les mamans de mammifères, ou même d'oiseaux font à leurs petits, mais l'éducation visuelle, là, l'éducation se fera par le langage. Au début, elle est visuelle et ensuite par le langage, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux petits comment chasser, mais par cette interface sonore, il n'y aura plus à regarder. Les petits imagineront à ce moment-là et se font les connexions neuronales correspondant au mouvement de ce que leur racontent les parents. Donc c'est un progrès énorme dans l'humanité. Donc ça ne peut avoir lieu que dans des zones de savane arborées, où la pression sélective est intense et où l'homme, à ce moment-là, peut émerger parce qu'il a les bras libérés. Ils subissent une pression énorme pour survivre, puisque c'est un milieu extrêmement hostile, la savane. En forêt, un primate ne meurt très rarement à cause d'un prédateur. La principale cause, comme je l'explique tout le temps, de la mortalité des primates en forêt, c'est globalement la chute, des fois l'infection, la mauvaise avoir bouffé un truc mauvais, un problème digestif ou les maladies, mais c'est plus rarement les prédateurs. En savane, les prédateurs, c'est-à-dire les grands fauves, sont extrêmement nombreux et c'est extrêmement dangereux. Donc c'est une pression sélective qui a généré justement ça, un individu, un primate bipède,
capable d'organiser des chasses à plusieurs, utilisant des outils très primaires au début, puisque ses mains ne servent plus à la locomotion, ses membres antérieurs ne servent plus à la locomotion. Hein. Ils peuvent utiliser des outils, et des outils pour frapper et tuer et porter, ramener la nourriture aux femmes, qui ont les petits dans les bras, c'est extrêmement dur, mais aussi outils permettant d'indiquer des directions à ce moment-là, de faire rentrer des notions de temps dans le langage, ce qui génère d'office l'humanité, puisque l'homme, c'est avant tout le langage complexe, et à chaque progression technologique, technique, c'est-à-dire à chaque découverte d'outils techniques dans le linguistique, vous avez une sélection automatique des mutations accélérant la prolifération neuronale, c'est-à-dire faisant grossir le cerveau, puisque la capacité de parler permet d'utiliser une grosse mémoire qui devient utile, puisque le fait de compresser des données en mots et d'avoir des notions de temps rend une grosse mémoire utile, et le fait de stocker énormément de données dans ce cerveau, à ce moment-là, est franchement utile, alors que s'il n'y a pas l'interface d'un langage en compression de données de mots, et avec des notions de temps, c'est absolument inutile d'avoir une si grosse mémoire, puisque la transmission d'informations sans un langage complexe en mots et avec des notions de temps est beaucoup trop lente. Il vaut mieux marcher au réflexe conditionné, plutôt que essayer d'exprimer des choses sans cette interface sonore avec des compressions de données en son. C'est pour ça que l'homme est devenu l'homme à cause du langage. Et ce langage ne peut apparaître que dans des zones de savane, c'est-à-dire l'Afrique, cette zone de savane coincée entre le désert et la forêt équatoriale, qui était le berceau, en fin de compte, de cette humanité et le berceau de tous les primates, puisque les primates sont globalement en forêt, les gros primates, en forêt équatoriale humide. Il y a quelques petits primates de taille un peu plus petite qui sont quadrupèdes et qui sont en plaine, style les hamadryas, certains babouins, mais ce n'est pas eux qui vont générer les hommes, puisqu'ils sont quadrupèdes en zone de steppe ou en zone de savane. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir ces notions de temps dans le langage, puisqu'ils n'ont pas les mains libérées de la locomotion. Ils ne peuvent pas, en fin de compte, acquérir ces notions de temps en indiquant d'où ils viennent et où ils vont. Donc c'est la bipédie qui génère ça. Donc ça ne peut pas avoir lieu, si vous voulez, en dehors de l'Afrique, parce que même si les primates, et même si peut-être nos ancêtres sont eurasiens, sûrement, l'absence de savane en Eurasie est ou si petite, mais sans ces variations, ce recul de la forêt, cette avancée du désert, et après cette forêt qui regrandit et ce désert qui reverdit, c'est ça qui stresse les primates. Et il n'y a pas ce phénomène en Eurasie ou en Amérique du Nord. Donc ça vous permet de comprendre que oui, l'homme ne peut apparaître qu'en Afrique. Les australopithèques ont généré, en fin de compte, les premiers humains, qui par la suite ont généré les premiers humains qui sont très vite montés en Europe, qui ont colonisé l'Asie. Il y a toujours eu des montées, qui ont fait des isolations génétiques, des isolations de population, qui ont généré des particularités anatomiques, morphologiques et même spirituelles, puisque l'esprit n'est qu'en fin de compte le résultat de la biologie et de la morphologie. Donc il y a eu des espèces, d'ailleurs, Homo habilis a fait, il y a eu Homo bellis, ensuite Homo erectus, un peu l'est de l'Afrique, ils sont arrivés jusqu'en Asie, ils se sont isolés, ils ont généré des espèces humaines adaptées au froid européen, ce qu'on fait Néandertal, les Denisova, Erectus s'est vraiment développé
en Afrique, et ensuite il y a eu des montées progressives. La plus grande montée, c'est la montée des sapiens, qui a bien sûr rencontré toutes ces populations humaines déjà montées, donc sapiens déjà montées en Europe et en Asie, mais qui avaient quand même conservé des ponts génétiques avec les sapiens, puisque il y a toujours eu, même s'il y a eu des isolations d'ancêtres aux sapiens, Néandertal et Denisova, mais on va en trouver d'autres, il y a toujours eu des montées du sud au nord, même en très petite quantité, mais qui ont généré des métissages pour garder des ponts génétiques entre ces groupes humains qui étaient isolés en Asie et qui étaient isolés en Eurasie et en Europe, et qui ont été après confrontés à la grande montée des sapiens et qui en fin de compte ont été absorbés par sapiens. Il n'y a pas eu remplacement de population, il y a eu tout simplement dilution d'individus avec une démographie plus lente adaptée au nord, avec les technologies du nord, une dilution dans des populations sapiens plus nombreuses, qui étaient plus fertiles, puisqu'on est au sud, il y a plus à manger, donc on a une reproduction plus rapide. Hein. Et ils ont tout simplement été absorbés, mais ils n'ont pas disparu, puisqu'ils ont permis aux sapiens qui sont montés en Asie et en Europe, d'éviter une casse génétique énorme par cette adaptation au climat rigoureux de l'Europe et de l'Eurasie. Et ils ont permis aux sapiens de s'adapter beaucoup plus vite en intégrant dans leur population très fertile les gènes de Néandertal, de Denisova, et puis d'autres encore qu'on va voir, qui ont permis, justement, qui ont permis à Sapiens d'absorber en lui des gènes lui permettant de garder sa fertilité tout en ayant les adaptations pour survivre au climat froid. Donc en fin de compte, Néandertal étant nous tous les Européens, les Eurasiens, les Asiatiques, on voit aussi qu'il y a du Dénisovien, mais on va trouver d'autres espèces, des Dénisoviens qui étaient eux-mêmes mélangés en partie à Néandertal, puisqu'on peut considérer des Dénisoviens comme des Néandertals d'Asie. En fin de compte, ce sont des pré-sapiens montés au nord et qui se sont adaptés au climat rigoureux du nord, avec toujours les mêmes morphologies, c'est-à-dire plus massifs, stockant du gras dans les viscères, des membres courts avec de moins bons leviers, donc les obligeant à avoir un gros système musculaire vers le bas du corps pour produire de la chaleur l'hiver, tout simplement, avec même pour les Dénisoviens, des adaptations au froid, c'est-à-dire une meilleure ventilation pulmonaire, une cage plus grosse, pour en fin de compte accélérer la respiration au froid et permettre aux gros muscles de créer de la chaleur, ce qui a été aussi un avantage pour les adaptations à l'altitude. Par exemple, pour les Tibétains, ces adaptations au froid étaient efficaces aussi pour s'adapter à des climats hauts. Donc, tout ça a fait un mélange et qui a formé, en fin de compte, notre humanité. Mais bien sûr, les sapiens africains ont très peu de Néandertal en eux, et n'ont quasiment pas n'ont pas de Dénisoviens. Il y a eu quelques petites redescentes d'individus métissés d'Europe en Afrique, globalement en Afrique de l'Est, mais globalement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, bien sûr l'Afrique du Sud, n'ont pas de Néandertaliens en eux, et encore moins de Dénisoviens. C'est pour ça qu'on peut dire que l'humanité est africaine, est partie d'Afrique pour, dans un premier temps, former les Néandertaliens, et de l'autre côté, leurs cousins très semblables, Dénisoviens, qui sont en fin de compte des Néandertaliens d'Asie, c'est-à-dire des individus adaptés à des climats froids, un peu différents, mais le climat d'Asie est un peu différent du climat d'Europe, mais ce sont des climats froids, et ensuite ils se sont mélangés aux montées de Sapiens, tout en sachant qu'il y a toujours eu des petites montées du sud au nord, et beaucoup plus rarement des descentes du nord au sud, puisque le fait de monter du nord, du sud au nord, on monte de la surpopulation à des pays plus vierges, avec moins d'individus, plus hostiles,
Donc on n'a pas trop envie d'y monter, mais on est poussé par la surpopulation des pays chauds, surpopulation toute relative bien sûr, puisqu'une surpopulation de chasseurs-cueilleurs, hein, ce n'est pas une surpopulation d'agriculteurs, c'est bien différent du paléolithique au néolithique. On entre en surpopulation bien plus tôt, puisqu'un territoire de chasse ne produit pas autant qu'un territoire qui est utilisé déjà avec des techniques d'élevage et des techniques agricoles. Voilà. Petite vidéo pour vous expliquer que, en fin de compte, il n'y a rien de politique là-dedans, hein. C'est tout simplement que les mouvements de notre astre dans l'espace, les cycles de Milankovitch, et puis pas que, sûrement les cycles solaires aussi, et on a découvert encore récemment des cycles tectoniques, hein, de la Terre, des mouvements internes, tout ça joue et génère des réchauffements et des refroidissements globaux de la planète qui stressent énormément qui ont stressé énormément nos primates, nos ancêtres primates de forêt qui se retrouvaient en savane à cause de cette disparition, cette disparition de la forêt au profit de la savane et du désert, suivi toujours de cette reprise de la forêt et ce reverdissement du désert, ces changements climatiques, ces oscillations, de mouvements dans l'espace de notre astre, hein, le cycle de Milankovitch, et pas que, ont généré, bien sûr, des stress énormes sur les primates en Afrique, beaucoup moins qu'en Asie, ou qu'en Amérique du Sud, où les zones de savane sont inexistantes quasiment. Il y a des steppes, mais il n'y a pas cette juxtaposition de forêt et de zones désertiques avec cette interface savane qui a vu l'homme apparaître. C'est la savane qui fait l'homme et l'homme ne peut donc apparaître qu'en Afrique. Voilà, c'était Fred Delavier, 27 minutes. J'aurais dit encore les choses parce que les gens y mettent beaucoup d'émotionnel. Hein, on veut que les hommes aient l'apparition multicentrée de l'homme. C'est un délire total, ce qui ne veut pas dire que les ancêtres de l'homme ne soient pas asiatiques, hein, les ancêtres des primates qui ont donné les humains ne soient pas asiatiques, hein, mais l'homme, c'est l'Afrique. Hein, n'y voyez pas quelque chose de politique, hein, n'y voyez rien d'émotionnel, c'est juste que c'est lié à la savane et au mouvement de notre astre dans l'espace. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.